Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de traiter un sujet d'actualité qui n'est autre que le coronavirus. Donc le coronavirus, c'est un virus qui est originaire de la région de Wuhan, en Chine. Il a une abréviation qui est le Covid-19, qui en fait correspond à Coronavirus Disease 19. On va voir ses caractéristiques, donc un peu sa carte d'identité pour mieux comprendre ce virus. C'est un virus à simple brin d'ARN positif. Il a une capsule hélicoïdale. Il a une seule protéine de fusion, qui est la protéine Spike. Donc on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une protéine de fusion et à quoi ça sert pour le virus. Ensuite, il faut savoir qu'il fait partie de la famille évidemment des coronavirus et au genre des bêta-coronavirus. Donc, comme on l'a expliqué, il possède une protéine de fusion qui est la protéine Spike. Donc, la protéine de fusion chez le virus, c'est la protéine qui va être responsable de l'interaction avec le récepteur de la cellule hôte. Et donc, cette interaction protéine de fusion récepteur cellule hôte va permettre l'internalisation du virus. Et une internalisation du virus, c'est un signe d'une infection réussie puisque le virus sera à l'intérieur de son hôte et il pourra l'infecter en toute sérénité. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout le premier coronavirus que l'on rencontre. Il y a eu plusieurs coronavirus qui sont évidemment différents et donc qui portaient des noms différents également que l'on a rencontrés par le passé. Il y a eu le Human Coronavirus 229E qui était abrévié HCOV 229HE. Le Human Coronavirus OC43 abrévié HCOV-OC43 et le SARS SARS-CoV. Alors, maintenant, on va essayer de répondre à une question que tout le monde se pose un peu. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de chauve-souris dans cette histoire de coronavirus? En fait, tout simplement parce qu'il y a eu des analyses phylogénétiques qui ont été menées une fois que le virus a été recensé un peu partout en Chine. Et les résultats de cette analyse phylogénétique ont été révélés. Donc, une analyse phylogénétique, c'est quoi? C'est tout simplement l'analyse du génome du virus. Donc, on va analyser le génome du virus pour essayer de savoir avec quel virus il s'apparente et d'où il pourrait bien provenir. Et donc, les résultats ont prouvé qu'il y avait entre 88 et 89% de similitudes avec deux types de coronavirus qui étaient déjà présents chez la chauve-souris. Et en fait, c'est ça qui a permis aux scientifiques d'émettre l'hypothèse que le coronavirus humain que l'on a actuellement a été introduit via la consommation en fait d'une chauve-souris, tout simplement parce que avant il n'y avait pas du tout de coronavirus chez l'humain, donc c'était impossible qu'il soit arrivé spontanément. Ensuite, on va parler du mode de contamination. Donc, quels sont les modes de contamination en fait? Donc, il faut savoir que la transmission interpersonnelle, elle se limite principalement aux gouttelettes respiratoires, donc que le patient va éjecter, et à la transmission de contact, donc serrer la main, faire la bise, etc. De plus, il faut savoir qu'il peut y avoir un risque de contact orofécal, car les chercheurs, donc les scientifiques, ont recensé certains Chinois et Américains qui provenaient de Chine et qui en fait avaient le virus, donc le Covid-19, dans leur selles. Donc c'est un mode de contamination qui est totalement possible. Il reste à confirmer une seule chose, c'est si le coronavirus en fait est transmissible par voie verticale. Voie verticale, c'est tout simplement en fait de la maman à son nouveau-né. Donc est-ce que une transmission intergénérationnelle peut se faire? Donc ça c'est une question auquel on n'a pas encore répondu, mais auquel les scientifiques se penchent car c'est relativement important. Ensuite, maintenant, on va répondre à une question que tout le monde se pose aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun vaccin qui n'est développé, et même si on nous dit que certains chercheurs sont en fait travaillent d'arrache-pied sur un nouveau vaccin, pourquoi est-ce que cela prend autant de temps? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre le fait que quand un médicament, un dispositif médical et un vaccin également, quand il est développé, avant d'être mis à disposition à la population et donc sur le marché, il va subir un contrôle qualité qui est assez exigeant. Donc c'est assez facilement compréhensible puisqu'un médicament, c'est censé soigner et on veut s'assurer que ce médicament soit efficace. Alors, on va essayer de comprendre les différentes étapes en fait que le médicament va devoir passer avant d'arriver à la population. Comme ça, une fois qu'on aura compris ça, on comprendra
que finalement, même si le vaccin il est trouvé demain, ben, on ne l'aura pas d'ici quelques mois. Alors, avant toute chose, il faut savoir qu'avant de développer le vaccin, il faut ce qu'on appelle séquencer le virus. Donc séquencer le virus, c'est tout simplement aller en fait répertorier son génome, voir de quoi est fait son matériel génétique. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir développer le vaccin. Et une fois que le vaccin est développé, on va mettre le vaccin, on va le soumettre même à un développement préclinique et un développement clinique. Donc ces études cliniques, à quoi servent-elles? Quels sont leurs buts? Elles ont deux buts en fait, c'est de s'assurer de l'efficacité du vaccin et de son innocuité également. Donc on va commencer par la phase préclinique. Donc la phase préclinique en fait, elle va concerner essentiellement le modèle animal. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est évident qu'on va d'abord tester le vaccin ou le médicament sur l'animal avant de passer à l'homme. Donc on va tester, on va faire des études pharmacologiques et pharmacotoxiques chez l'animal. Donc ce sont des études qui vont nous permettre de déterminer s'il y a des interactions médicamenteuses, c'est-à-dire est-ce que si on injecte le vaccin, est-ce que ça va par exemple provoquer un effet secondaire si le patient prend, je ne sais pas, du paracétamol en même temps ou de l'aspirine en même temps. Donc voilà, ça c'est les interactions médicamenteuses, c'est important de les recenser. On a aussi déterminé tout ce qui est dose minimale efficace. Ça c'est aussi important. Ou alors l'étude de la toxicité à des doses multiples. Par exemple, on a déterminé que le vaccin n'était pas toxique à dose unique, très bien, mais on veut s'assurer également que si on fait des doses répétées, par exemple tous les 3 mois ou des rappels de vaccin, ça ne va pas non plus entraîner une toxicité qui n'était pas présente en dose unique. Donc ça c'est le préclinique, c'est sur l'animal. Ensuite on aura le développement ou la phase clinique. La phase clinique qui se déroule elle-même en 3 phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc la phase 1 en fait, elle va consister en étudier la tolérance et les effets secondaires systémiques. Donc là, on va tout simplement tester chez l'humain si quand on administre le vaccin, il n'y a pas des effets secondaires. S'il n'y a pas des maux de tête trop violents, s'il n'y a pas une insuffisance hépatique qui s'installe suite au vaccin, voilà. Dans la phase numéro 2, on va recueillir les données de sécurité, de dose et d'efficacité de la population cible, parce qu'évidemment, ce sont des études cliniques, et dans ces études cliniques, on va prendre un nombre précis de patients. Donc si on prend 1000 patients, on va recueillir les données. La phase 2 consiste en recueil des données de ces 1000 patients. La phase 3, on va faire un essai d'efficacité. Donc on va en fait enfin déterminer si le vaccin est efficace, oui ou non. S'il passe cette phase, on peut faire une demande de mise sur le marché et donc le vaccin sera disponible et la population aura accès au vaccin. Il y a une notion qu'il faut aussi savoir, c'est que donc on voit que c'est plusieurs étapes dans ce contrôle qualité, donc c'est assez exigeant. Mais si le vaccin, par exemple, a une seule étape, par exemple l'étude de la tolérance locale et systémique, si on se rend compte qu'il va provoquer des toxicités hépatiques, donc des toxicités au niveau du foie, ça veut dire que ça ne passera pas cette étape-là et on ne pourra pas aller au-delà. Donc finalement, ce vaccin, on va devoir trouver une autre formule ou réajuster la dose et repasser le vaccin dans un nouveau contrôle qualité depuis le début. Donc en fait, on comprend bien que finalement, ce contrôle qualité, c'est quelque chose de long, hein. C'est quelque chose qui va faire minimum 10 mois, hein, 10 mois, 12 mois, voire 18 mois. Donc c'est ça qui fait que le vaccin n'est pas et ne sera pas disponible de sitôt. C'est que le vaccin, même s'il est trouvé demain, à cause de ce contrôle qualité, qui est en fait finalement exigeant mais qui est nécessaire en fait, puisque on doit s'assurer qu'une fois que le patient a le vaccin dans les mains, il soit efficace et inoffensif pour lui. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci à le mettre à disposition du patient. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on n'aura pas le vaccin de sitôt. Voilà, donc j'espère que finalement ce que je vous ai dit vous a intéressé et vous a appris quelque chose. Donc je vous remercie d'avoir suivi mes explications et on se retrouve pour une prochaine vidéo.